Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 6 avril, ce lundi de Pâques. Je suis en présence de mon confrère. On a été collègues à un moment donné, confrères, et pourquoi pas, je peux dire, il y a une amitié professionnelle forte avec Pascal Perry. Pascal Perry, merci d'être là. Je vous avais reçu pour votre ouvrage sur les présidents de la République, ce bilan, et vous continuez à agir sur TF1 et LCI surtout, où l'on vous écoute régulièrement. Je vais dire un petit mot de vous, Pascal Perry. Je voulais que vous soyez là aujourd'hui. Je voudrais décrypter avec vous la situation économique et politique. Tous les journalistes économiques français sont très bons, hein. Mais vous avez, à mon avis, un ton un peu dissonant, et vous n'hésitez pas, contre ce que la doxa peut quelquefois laisser croire, vous n'hésitez pas quelquefois à dire les choses différemment, à poser des problèmes, peut-être à contrarier des gens qui considèrent que vous êtes quelqu'un de très objectif, ou au contraire très subjectif, et pourtant je sens bien que vous parlez vrai. Ici c'est la radio du Parlons Vrai. Moi je vous ai toujours parlé vrai, et beaucoup d'observateurs m'ont dit Pascal a eu du courage, t'as vu ce qu'il a dit l'autre jour. il a osé le dire, voilà. C'est gentil, voilà. C'est gentil de le remarquer. Et le copain l'anglais aussi est un petit peu dans cette catégorie. Oui. Ça ne retire rien aux autres plus académiques, plus solennels. Voilà, vous dites des choses, et c'est vrai que vous êtes un journaliste. En fait, vous êtes un journaliste qui constate le réel, et le réel, quelquefois, n'est pas toujours agréable à entendre. Voilà, j'ai quelquefois même oiseau de mauvais augure en disant, oh là là, Perry nous annonce, un médecin, quand il fait son diagnostic, s'il y a une pathologie embêtante, quelqu'un avait fait campagne sur le courage de la vérité. Le courage de la vérité. Mais en termes de journaliste, déontologiquement, je pense que ça serait pas mal. Pascal Perry, merci d'être là aujourd'hui sur Sud Radio. Je veux juste que l'on fasse un long point d'une heure avec vous. Cette guerre inattendue, cette 4e guerre du Golfe, lancée par M. Netanyahou, suivie par M. Trump, qui est en train de tourner, on ne sait pas exactement si c'est au vinaigre ou à l'enfumage. En tout cas, nous en subissons les conséquences. Le portefeuille des Français, on disait autrefois le panier de la ménagère, ça n'existe plus. Nous en subissons les conséquences avec une explosion du carburant. Là, je n'ai vu que des artisans ce week-end qui allait très bien jusqu'à il y a quelques mois, qui me dit là, cette marge, je suis en train de reperdre des petites marges que j'avais. Alors des plombiers, des charpentiers, vous voyez, des commerçants qui me disent, et puis des gens qui me disent, est-ce que Pascal Perry, ça va être juste une tempête momentanée liée au conflit, ou tel que ça s'est présenté, on peut avoir, comme pour le Covid, des effets secondaires sur la durée. À savoir qu'on est en train de repenser notre équilibre économique. Il y aura des effets secondaires sur la durée, mais sur la première question, la religion des économistes n'est encore pas tout à fait faite, la mienne non plus d'ailleurs, sur est-ce que c'est un choc de prix ou est-ce que c'est une inflation de long terme. Pour le moment, c'est un choc de prix. Pourquoi ? Parce que sur le marché des hydrocarbures notamment, gaz, pétrole, la quantité de production serait suffisante pour répondre à la demande. Le monde, si vous voulez, consomme environ 100 millions de barils par jour. On est capable de les produire. Donc il y a un phénomène d'équilibre. Et le baril était à, de mémoire, $60. 62, il est même 63, descendu à 58. 58. J'ai vérifié il y a quelques jours, il était descendu à 58 au cours des 6 derniers mois. Donc il n'y a pas de déséquilibre. Si et là, voulez. on est à 100, 120. On était, quand je suis parti tout à l'heure de mon travail pour vous rejoindre, il était à 110. Oui. Bon, il a beaucoup presque augmenté, double, il a presque doublé, il a augmenté de façon très significative. Ça, c'est le choc de prix. Vous avez un événement géopolitique, le détroit d'Ormuz est fermé, bloqué en partie en tout cas. Vous avez 10 millions de barils qui ne passent pas, donc c'est 10% de la production, déséquilibre offre-demande, et là, vous avez un choc de prix. Si demain, alors ce soir, conférence de presse de Donald Trump, si demain, la situation empire, je vous dirais, on passe du choc de prix au choc d'inflation. Si en revanche, Donald Trump dit, écoutez, dans 10 jours, on se retire, et puis finalement, on a trouvé les voies et moyens de sortie du conflit, je vous dirais, on va revenir à une situation normale. Mais entre-temps, parce que c'était votre question, Perico, l'inflation se sera diffusée au reste de l'économie. Vous faites le tour.
vous évoquiez les artisans, les commerçants, les professions libérales, tous ceux qui ont besoin de rouler. On est quand même drogué au pétrole. On est drogué l'électrification du parc automobile français. Enfin, l'économie repose sur du thermique. Pour l'instant, on est d'accord. On est là-dessus. Et vous allez vers l'industrie lourde, sidérurgie, chimie, médicaments. Toutes les industries sont très dépendantes des hydrocarbures aujourd'hui, et donc progressivement l'inflation du pétrole ou le choc de prix du pétrole ou du gaz va se diffuser progressivement dans l'économie, et vous allez le retrouver à la fin payé par le consommateur. Le maraîcher qui a besoin de réchauffer un peu ses fraises en ce moment, je pense à celui-là. Ses salades dans la région du Val nantais, ceux qui ont besoin de faire tourner le tracteur, la batteuse, puisqu'on peut aussi parler de notre alimentation, les coûts de production globalement augmentent, et donc vous allez le retrouver à un moment ou à un autre. Sauf qu'ils peuvent pas, ils vous disent, moi je les ai rencontrés tout le week-end, j'ai vu toutes les catégories, hein. J'ai vu des transporteurs, j'ai vu un carreleur, un plombier, des maraîchers, qui m'ont dit, nous ne pouvons pas répercuter, on répercute un petit peu, sans ça on perd notre clientèle. Donc on mange sur notre marge, qui était déjà restreinte, nous sortions un petit peu la tête de l'eau depuis quelques mois, vrai, oui. Voilà. Et boum, la deuxième lame repasse derrière, on n'a plus rien. Alors si ça dure un mois encore, bon, ils disent on pourra faire face. Pour certains, ils m'ont dit si ça doit durer plus longtemps que ça, pour moi c'est le dépôt de bilan. Alors il y a la problématique des trésoreries, parce que c'est ça, les entrepreneurs, commerçants, artisans, la structure française des entreprises, c'est des PME, souvent à court de trésorerie, c'est-à-dire des entreprises qui manquent de capitaux propres. Les capitaux propres, c'est ce dont on est propriétaire soi-même. Et de trésorerie, la trésorerie, c'est l'oxygène de l'économie. Oui, mais vous rendez compte, vous avez de l'argent à la banque, vous pouvez payer. Oui, mais c'est terrible parce que elles font leur trésorerie, ils l'ont constituée à la sueur de leur front, et tout d'un coup le magot va partir, pas parce qu'ils ont réinvesti, parce qu'il y a une hausse du carburant. La trésorerie descend par l'ascenseur, remonte par l'escalier. Ça vous va la formule? Oui. Ça dit bien les choses. Hein, ça dit qu'il faut beaucoup de temps. C'est ce que vous avez expliqué. Il faut beaucoup de temps pour constituer une réserve de trésorerie. C'est une cagnotte, malgré tout. Et puis vous pouvez la dépenser très vite parce que il y a un choc de prix, précisément les hydrocarbures. Mais je pourrais aussi vous parler du prix des métaux. C'est un petit matelas au départ, mais bien sûr. Ça peut être... qui se réduit. Et donc il faudra que si des situations comme celle-ci se multiplient, les banques jouent leur rôle, c'est-à-dire accordent des facilités de caisse aux entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, qui en ont besoin, dont l'exploitation n'est pas compromise et qui ont besoin d'un peu d'oxygène, qui ont besoin de la bouteille d'oxygène, si vous voulez, pour traverser cette période compliquée. Est-ce que vous pensez que certaines vont rester oui, il y en a qui possible. Il y en a qui vont rester sur le carreau. Hein. Celles dont la situation est tendue aujourd'hui, celles dont la situation était déjà tendue hors crise, et qui affrontent cette crise additionnelle, celles-là seront en difficulté et pourront en effet rencontrer un risque mortel. Enfin, le risque vital, c'est aussi le risque mortel, en substance. C'est-à-dire le risque de disparition pour certaines d'entre elles, alors que elles étaient dans une situation... Alors certes, c'est souvent pas des situations confortables. Vous savez, on a en France un vrai problème de capital. C'est-à-dire qu'on a une méprise, on méprise le capital. Il se passe pas une journée sans que j'entende dire il est méchant, le capitalisme, c'est épouvantable, que les capitaux, c'est horrible, etc. Moyennant quoi, on est quand même content que Total réalise des bénéfices aujourd'hui pour pouvoir redistribuer une petite partie. Juste une insiste, Pascal. Bravo et merci à Total d'avoir maintenu des prix. Alors, je sais pas s'ils ont perdu, mais non, ils ont pas perdu. Ils ont quand même à 2,09 le prix du diesel. 1,99 alors que je l'ai vu à 2,79 sur l'autoroute. Donc, ils ont fait un effort, c'est indéniable. Non, mais ils ont fait un effort. Moi-même, je suis rentré de ma Corrèze ce week-end. Il se trouve que j'avais loué une voiture parce qu'il n'y avait plus de place dans les trains. Et par conséquent, donc, j'ai regardé les prix. On était, y compris d'ailleurs, chez un distributeur, un très grand distributeur français, le premier de tous, qui a aussi une station-service à Brive, pour être très clair. On était au-delà des prix de Total. Donc, heureusement que Total propose aujourd'hui cette petite ristourne. Alors, je sais elle s'arrête demain, je crois. C'est jusqu'au 7 avril. Elle sera prolongée. Je pense qu'elle sera prolongée. Mais enfin, 50 semaines sur 52 dans l'année, on fait le procès du pétrolier français, le seul qu'on est. Moi, je préfère qu'on soit dépendant d'un pétrolier français qui peut mener ce type de politique plutôt que d'un pétrolier anglais, néerlandais
ou encore moins américain. Voilà. Petite observation humoristique, beaucoup de copains m'ont dit bon, avec le prix on n'aura pas d'encombrement à la sortie de Paris ni à la rentrée, les gens vont pas sortir parce que l'essence et le carburant sont trop chers. J'ai jamais vu autant de monde sur les autoroutes et dans les trains. Donc ça n'a pas dissuadé tout le monde, il y a peut-être des gens. Ça dissuade pas tout le monde. Les Français ont définitivement arbitré entre la qualité de vie quotidienne et les loisirs et continuent de consommer des vacances et des loisirs, quitte d'ailleurs à appauvrir leur assiette alimentaire, au passage, à faire des économies sur les courses alimentaires. Oui, mais on va en parler. Voilà. Vous savez que c'est un sujet qui me touche personnellement, je vais en parler. Il me touche aussi, c'est pourquoi je vous en parle. Vous avez compris, je reçois Pascal Perry, notre confrère de LCI, journaliste, économiste, qui a son franc-parler, qui parle vrai lui aussi, et nous essayons tant bien que mal, non pas de lire dans l'avenir, Pascal n'a pas ni de barre de café, ni de boule, mais il a quand même quelquefois des prémonitions, et je confirme que certaines de vos prédictions se sont révélées souvent vraies, alors que vos confrères pensaient le contraire. Vous nous appelez au 0826 300 300, évidemment ce sujet vous touche et vous concerne, bien sûr que vous êtes confrontés au même problème, et Pascal Perry, il répond à tout, il a peur de rien, vous verrez, il répond, c'est pas qu'il va pas vous mordre, même si vous posez une question qui est un petit peu à côté de la plaque, il vous donnera le bon décryptage pour comprendre ce qui nous arrive et peut-être un message d'espoir. Voilà, on reste un pays assez riche, le tout est de savoir combien de temps on va le rester. À tout de suite sur Sud Radio, vous nous rejoignez avec Pascal Perry. Midi 14h, la France dans tous ses états. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. En ce lundi de Pâques 6 avril, 13h19, je suis avec Pascal Perry, notre confrère de LCI, éminent économiste, parleur vrai. Et quand on parle d'argent, parler vrai, ça fait mal. Alors, je dis pas qu'il est le seul à parler vrai, mais Pascal a son franc-parler et il met les points sur les i. Il ajoute le là qu'il faut quand une information vient à manquer. Pascal Perry, on était en train d'évoquer l'impact de cette quatrième guerre du Golfe sur notre vie économique, avec le risque pour certains artisans qui venaient à un petit peu de se remettre. Il y en a un qui me disait, je viens à peine de rembourser le GPE, je repars aujourd'hui la tête sous l'eau. Le PGE, oui. Le PGE, pardon. Le plan, oui. Le remboursement le prêt garanti par l'État. L'emprunt commun. Le constat douloureux pour nous, Français, en comparaison avec les 26 autres États de l'Union européenne, notre économie est à l'os, marge de manœuvre absolument réduite, 3600 et quelques 3300 milliards de dettes, ce qui veut dire que le gouvernement ne peut aujourd'hui rien faire, pas ouvrir un robinet, pas une vanne, pas renvoyer un ascenseur, marge de manœuvre réduite à zéro. Alors, il y a deux éléments de réponse. Un, effectivement, pour répondre à cette question, non. Nous n'avons plus les moyens, mais deux, quand bien même nous les aurions, est-ce qu'il faudrait le faire ? Moi, je me pose la question. Oui, c'est une question politique de fond, là. Oui, c'est une question politique de fond, si vous voulez. Moi, j'ai été échaudé par la période du Covid, et puis par la période qui a suivi le déclenchement de la guerre russe en Ukraine, au cours de laquelle l'État a mis autour de 50 milliards d'euros sur la table, en chèque énergie, ristourne carburant, etc. Ça a profité à tout le monde. Or, vous l'avez décrit vous-même, la situation, vous l'avez parfaitement décrite. Il y a des Français qui sont exposés plus que d'autres à la crise. Vous avez d'abord ceux qui sont modestes, pour qui cet effort additionnel est insupportable. Oui. Vous avez ceux qui sont dépendants des déplacements, qui sont les prisonniers de la mobilité, pour dire les choses simplement, et qui ne peuvent pas utiliser les transports publics, mais qui ont besoin de leur voiture. Bon. Dans le cadre de déplacements personnels, mais aussi dans le cadre de déplacements professionnels. Il y a des gens qui sont pas allés en week-end familial de Pâques, j'en ai vu 4 qui m'ont dit non, là j'ai pas pu y aller, il fallait faire 400 km. Bien sûr. Enfin, pour reprendre un autre exemple, je ne sais pas, le type qui travaille à Toulouse et puis qui vit à Colomiers, par exemple, ou celui qui vit à Schiltigheim et puis qui doit aller travailler à Strasbourg. Et ici, il n'a pas de voiture. Dans certains cas, il est prisonnier. Imaginez qu'il ait des horaires décalés. Ça lui fait 60 km par jour. Mais il a besoin de son véhicule. 300 km par mois. Les agriculteurs ont besoin de produire. Oui. Les transporteurs ont besoin de transporter. Le transport aérien consomme lui aussi des ressources en hydrocarbures. Les professionnels de santé dans les régions. Vous regardez la situation des Français. Il y a les quelques millions de Français qui vivent dans des métropoles et qui sont directement connectés à des moyens de transport publics.
souvent d'ailleurs économiques. Oui. Et puis il y a tous les autres. Vous avez 40 millions de Français qui vivent dans des villes moyennes ou dans de petites villes dans lesquelles le service des transports collectifs n'est pas assuré, qui sont dépendants de leur voiture. Ceux-là, il faut pouvoir les aider. Donc ça répond en partie à votre question. Nous n'avons plus les moyens parce que la ressource publique est tarie, parce que nous avons dépensé sans compter l'argent que nous n'avions pas, c'est-à-dire nous avons tiré sur la dette autant que nous pouvions le faire, et dans des conditions qui sont déloyales pour ceux qui viendront derrière, mais de surcroît, nous devons aider aujourd'hui, si nous devons aider des professions, c'est uniquement celles qui sont très dépendantes et qui remplissent d'une certaine façon un service public. C'est l'infirmière. C'est l'infirmier, c'est l'aide-soignant, c'est toutes ces professions paramédicales, ce sont les aides de vie pour une population vieillissante qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer et assurer le service auprès du public. Donc, vous dites bien, hors de question, on comprend très bien de baisser de façon générale la nouvelle taxe sur les carburants. Rappelez-moi son intitulé, TGPE, la TICPE. TICPE, ouais. Autrement c'était la TIPP. C'est ça, c'était l'ex-TIPP, absolument. Là, vous convenez qu'on peut pas y toucher, parce que le quoi qu'il en coûte est terminé, on pourrait dire. On pourrait, Péricot, oui, je vous interroge juste une seconde. On repart dans le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on aggrave la dette. Alors, on aggrave la dette, on réduit les recettes de l'État qui en a besoin. On peut discuter à l'envi, vous pouvez faire 1000 émissions sur le sujet. Est-ce qu'il faut fiscaliser les ressources en hydrocarbures? Oui. Est-ce qu'il faut le faire? Là, ce que propose le gouvernement, c'est une aide secteur par secteur. Oui, mais ça, on peut avoir ce débat. Là où on pourrait éventuellement prendre une mesure technique, ce serait de supprimer la TVA sur la TICPE. C'est-à-dire qu'il y a, dans la structure de prix du litre d'essence que vous payez, il y a la partie matière première, il y a l'achat de la matière première, il y a la rémunération du raffineur, la rémunération du distributeur, et puis il y a la fiscalité. Et dans la fiscalité, il y a la TICPE, il y a de la TVA, et il y a de la TVA sur la fiscalité. Ah oui, il y a deux fois la TVA. Voilà, on pourrait éventuellement s'en passer, mais qu'est-ce que ça va changer? Vous allez gagner 3 centimes au litre. Oui. Est-ce que ça va faire la différence, franchement? Est-ce que ça nous ramènera à un litre proche d'1,50 €? La réponse est non aujourd'hui. Qu'est-ce qui plombe aujourd'hui la ressource économique de la République française? Le fait qu'elle est aujourd'hui prisonnière, pas de marge de manœuvre. On va aller dans les grandes lignes et les grands débats. Est-ce que le coût de la retraite en France n'est pas une des causes de notre malheur économique? Le coût de le pognon dingue du social en général, et la retraite, et en particulier, Pascal Perry, la retraite du service public. Est-ce que nos fonctionnaires ne nous ruinent pas? J'ai que du respect pour eux. Mais est-ce que cette volume... Oui. Alors vous avez raison de prendre cette précaution oratoire. On n'en veut pas aux fonctionnaires. Non. On en veut à un système. Au système de cotisation. Oui. Ah bah comment? Et puis ils ont besoin de retraite, surtout eux. Mais encore qu'on puisse discuter. Le fonctionnaire, c'est les magistrats, c'est les policiers, c'est les enseignants, c'est les fonctions régaliennes de l'État. Que le jardinier de la ville de Châteauroux soit fonctionnaire, non. La réponse, c'est non, on n'a pas besoin de fonctionnaires pour faire ça. Bien. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a rappelé le respect qu'on a pour les individus, on a en effet un modèle de retraite en France qui est très consommateur. Alors on veut pas faire de réforme. Les Français, quand on leur dit il faut travailler un peu plus, ne le veulent pas. Très bien, mais vous allez vous appauvrir. La réponse est vous allez vous appauvrir. Jusqu'à présent, on finance la retraite avec la dette. L'essentiel de la dépense publique en France, c'est un peu ce que sous-entend votre question, c'est la dépense sociale. Oui. La retraite notamment et l'assurance maladie. Oui. Oui, sur la retraite, en effet, chaque année, la cotisation d'équilibre de l'État pour financer le déficit structurel de la retraite des fonctionnaires, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc chaque année, l'écart entre les recettes naturelles de la retraite des fonctionnaires et les dépenses et les charges c'est 30 milliards d'euros. Et donc c'est une cotisation d'équilibre. Pourquoi je ne parle pas de déficit de la caisse de retraite des fonctionnaires? Parce qu'elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de caisse de retraite. C'est l'État qui c'est un engagement. C'est un engagement hors bilan, si vous voulez, de l'État qui, lorsqu'il crée un emploi de fonctionnaire, s'engage sur 41 ou 42 années d'activité,
22 ans, entre 20 et 22 ans de pension de retraite et 10 ans de réversion. C'est ça, la réalité. Vous savez, Pascal, et c'est vous qui me l'avez un jour appris, si on l'ajoute aux 3360 milliards, on est à combien? On est presque à 400, si on ajoute on double. On double. On double, c'est considérable. Et c'est le vrai chiffre. Et c'est le vrai, oui. Ça, c'est incontestable. Vous prenez une boîte, une entreprise privée, et voilà, elle a acheté du matériel, elle a des salariés, elle s'est engagée à les garder. C'est une charge, non? Elle s'engage à une charge. Alors pourquoi ce qui est vrai pour les entreprises ne le serait pas pour l'État? Encore plus vrai pour l'État, puisque quand vous engagez à créer un poste de fonctionnaire, vous acceptez le principe du statut de la fonction publique, dans lequel il n'y a pas de licenciement. Donc vous vous engagez à le garder jusqu'au bout. Dans une boîte privée, à la rigueur, un type fait pas l'affaire, il y a un licenciement, soit un divorce par consentement mutuel, soit une procédure pour faute. Mais enfin, vous pouvez vous en séparer. Dans le cas d'un fonctionnaire, c'est pas le cas. Vous le gardez. Donc vous gardez les charges qui vont avec, et ça s'appelle un engagement hors bilan. Donc en effet, oui, nos finances publiques aujourd'hui plombées par non plus les dépenses de l'État qui sont devenues assez modestes. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un préfet. On les a resserrés un petit peu. Un préfet d'un département qui est un département plutôt rural. Il me disait, j'ai 4 000 euros par mois, 4 000 euros par an, pardon, pour faire toutes mes réceptions. C'est pas une fortune. Non. Donc, non. Là, on serre les boulons. En revanche, pour certaines dépenses, collectivités, dépenses sociales, etc., ou dépenses de l'hôpital public, par exemple, on n'a pas fait le travail nécessaire. Je crois reconnaître le préfet, je pense que c'est un département du centre de la France, avec 4 000 euros de budget pour un an de réception. Donc, il comptait un petit peu sur la générosité des vignerons et autres. Je suis avec Pascal Perry, on discute, on peut dire, à euro rompu de la situation économique que nous traversons, aggravée par le conflit au Proche-Orient, et on essaie, bien évidemment, de décrypter quels sont les tenants, les aboutissants, et est-ce qu'il y aura une issue possible. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, Pascal Perry répondra à vos questions. Il reste encore une demi-heure, et là je vais aborder avec lui la question qui fâche ou la question qui tue. Pascal Perry, à qui profite la crise? Réponse dans quelques secondes. Midi 14h, la France dans tous ses états. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Pascal Perry en ce lundi de Pâques 2026. Je ne dis pas que nous n'évoquons que des choses agréables, mais enfin on essaie de comprendre un petit peu ce qui nous arrive et surtout pourquoi nous en sommes arrivés là. Pascal Perry qui connaît la richesse et la puissance de la France. Il est journaliste économique depuis un certain temps, il en a vu d'autres. Il vous le dit pas, mais il se désole de voir un tel gâchis avec un pays qui a un tel potentiel, des chefs d'entreprise formidables, un grand peuple. On a tout pour réussir. Mais oui. Tout. Mon Dieu que ça a été mal géré. Et là, je disais tout à l'heure, avant notre petit espace publicitaire, nous allons vous poser la question, je vais poser la question à Pascal Perry. À qui, finalement, profite, non pas le crime, mais la crise? Il y a plusieurs réponses. M'est avis, cher Pascal Perry, que les Chinois sont pas les moins bien placés dans cette opération. Alors, si on se situe à l'échelle des grands belligérants dans ce conflit, regardons la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors, il faut la voir avec un œil volontaire et honnête. Les États-Unis font pression sur l'Iran pour réouvrir le détroit d'Ormuz, poursuivre la guerre, mais l'Iran dispose d'abord d'une grande capacité de résilience, continue de contrôler le détroit d'Ormuz, et si vous regardez bien une carte de géographie, de l'autre côté de la mer d'Oman, exerce une pression à distance sur les alliés américains. Vous avez dans l'ordre Oman, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Koweït. Ce sont des grands producteurs de pétrole. Ce sont aussi des fabricants d'engrais. C'est quoi, c'est un tiers de la réserve mondiale à peu près? Alors c'est une grande partie de la réserve mondiale, je saurais pas dire, mais un peu de choses entre 30 et 40%. Mais c'est l'endroit où la Chine s'approvisionne. Et la Chine, même si elle se désensibilise du pétrole, parce qu'elle investit dans les éoliennes, dans le solaire, dans le nucléaire aussi, massivement. La Chine dépend toujours du pétrole. Elle en a besoin, cruellement, on est d'accord. Absolument. Et comme elle est une alliée de l'Iran, on peut imaginer demain
que lorsque la poussière de la guerre sera retombée, elle bénéficiera d'un traitement de faveur de la part des Iraniens. Elle continue d'ailleurs d'acheter. Il y a des vraquiers et des porte-containers. Les pétroliers chinois peuvent franchir ils ont un droit de passage. Qui passent librement à cet endroit-là. Voilà. Alors, il y a un péage pour les autres. Oui, pour les autres, mais pas pour les Chinois. Pourquoi ? Parce que la Chine fournit notamment des systèmes de satellitaires de surveillance à l'Iran et réalimente son arsenal en missiles notamment. Donc si l'Iran tient bien, c'est pas extérieur, c'est pas étranger à la Chine et à la Russie. C'est ça. Alors on peut et demain, je pense, pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, je pense qu'une partie de ces échanges se fera en monnaie chinoise, ce qui renforcera la puissance de la Chine en affaiblissant le dollar. Vous vous rendez compte, le yuan prendrait la place du dollar? Sans doute pas, parce que la Chine a aussi dans ses réserves, la Chine détient une partie de la dette américaine. Alors elle n'a pas tout à fait intérêt à définitivement tuer le dollar. En revanche, elle peut le maintenir à un niveau qui lui convient. Et on va garder cette formule que elle a le contrôle sur la situation. Donc demain, les Chinois peuvent en tirer parti. D'ores et déjà, les Russes en ont tiré parti. Alors, c'était ma deuxième question. Mais le Poutine vend du pétrole, là. Mais revend du pétrole et du gaz avec l'augmentation que l'on sait. Avec l'augmentation. Donc Trump est en train directement, et Netanyahou, d'enrichir Poutine, qui est en train de refaire ça. Trump va donner son feu vert. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la consigne américaine, la consigne de la Maison-Blanche, c'est de ne plus traquer la flotte fantôme de la Russie qui transportait, alors sous pavillon panaméen, parfois comorien, on a eu des choses un peu baroques. Tout à fait, on a eu dans la Manche, le pétrole russe, et donc pétrole et gaz, et vous allez voir, Perico, on en reparle peut-être la prochaine fois que je viens vous rendre visite, à un moment ou à un autre, les Allemands vont faire pression pour qu'on réachète du gaz russe. Parce qu'ils en ont besoin, parce que leur industrie en a absolument besoin. Donc ça, ce sont les gagnants de court terme, mais on peut considérer aussi que si la guerre ne va pas à son terme et que si le régime iranien reste en place, il aura lui aussi gagné. Emmanuel Galasso me fait signe qu'il y a un autre Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Perico, comment ça va? Ça va bien. Vous voyez, on est avec Pascal Perry en train de discuter de notre conjoncture économique pour utiliser les thèmes consacrés. Voilà, c'est pas qu'on est pessimiste, mais on n'est pas très optimiste non plus pour l'instant sur les dégâts. Vous vivez la crise, vous, en direct aussi ou non, Emmanuel? Je la vis à cause de l'augmentation du litre de carburant. J'ai une vieille voiture que j'aime beaucoup, mais qui consomme énormément. C'est quoi comme voiture? Une Jaguar. Ah je vous comprends. Quel modèle? Elle a 22 ans, c'est une Jaguar X-Type. Emmanuel, sa tête, la Jaguar, c'est magnifique, mais sa tête, on est sur du 29 litres au 100, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que vous faites un petit tour au bois de Boulogne et vous revenez au maximum, c'est ça? Non, là, j'ai renoncé à aller, à partir en week-end ce mois-ci. Voilà, c'est ce que je disais à Pascal Perry, je connais des gens qui n'ont pas pu y aller. Alors sans Jaguar aussi. Oui, sans Jaguar. Emmanuel, vous avez quand même fait un choix de conserver une voiture qui est un collector. Alors elle est collector, mais c'est un objet d'art. Ça ne devrait pas être un objet de locomotion. Voilà. C'est une routière extraordinaire. C'est la plus confortable des voitures que j'ai jamais vue. Je vous crois. Alors comment vous faites pour gérer cette situation, Emmanuel? Écoutez, alors personnellement, donc je vous l'ai dit, c'est simple, hein, je roule beaucoup moins et je suis retraité depuis peu, donc heureusement, je n'ai pas à aller me déplacer comme par le passé. Sinon, pour ce qui concerne la situation actuelle économique, ce qui se passe dans ce Golfe, etc. J'ai pas tout à fait la même analyse que votre invité. Que Pascal Perry. Pascal Perry, j'ai probablement naturellement pas autant de connaissances et de sources que lui, mais comme ça de but en blanc, moi mon impression était quand même que cette crise fait un grand tort aux Chinois parce qu'ils ont des vrais problèmes là d'approvisionnement. 90% quand même de leur approvisionnement en pétrole vient d'Iran. Ah non, non, c'est pas 90, hein, c'est 30. 30%. Non. 30%. C'est 30 seulement? Oui, ce qui est déjà énorme pour un pays comme la Chine. Vous savez, c'est beaucoup. 50% de leur approvisionnement en hydrocarbures est lié à la région. Mais dans la région, Emmanuel, on met
l'Iran, le Koweït, les Émirats arabes et Bahreïn. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas mis leurs œufs dans le même panier, parce que s'ils se fâchaient avec l'Iran, ils auraient été mal avec Qatar. Voilà. Mais voilà, en tout cas, 30% vient de l'Iran, c'est-à-dire qu'un seul pays fournit 30% du carburant chinois. Où est-ce que vous vouliez en venir? Vous pensez que la Chine est plus embêtée qu'on avait l'air de l'évoquer avec Pascal? Moi, je pense que la Chine est embêtée. Je pense, je suis là, autant que je peux d'assez près cette crise dans l'organisation militaire de la Chine, le grand dégagement d'un certain nombre de cadres dans l'armée, un certain nombre de problèmes qui se posent visiblement avec les équipements et le fait que apparemment Xi Jinping a certainement renoncé à s'emparer de Taïwan. Alors là, Emmanuel, je suis en parfait désaccord avec vous, mais bon, enfin écoutez, ça fait partie. Voyez, non, mais Emmanuel, votre opinion est partagée par certains observateurs, mais pour l'instant, très objectivement, au contraire, le fait que Trump se permette tout ce qu'il veut pousse les Chinois, Pascal Perry. C'est dit, moi aussi, puisque on joue le gendarme, je vais jouer le gendarme chez moi. Mais qui d'ailleurs, il se permet tout ça parce qu'il n'a pas peur. Il se dit que de toute façon, les Chinois n'ont plus les moyens de prendre Taïwan. C'est pour ça. Moi, je pense que les Chinois ont tout à fait les moyens de prendre Taïwan. Alors, je ne sais pas s'ils en ont la volonté, s'ils ont envie d'affronter, mais vous prenez, Emmanuel, prenons le calendrier. Le calendrier politique américain, les midterms aux États-Unis, les élections de mi-mandat, c'est à l'automne. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va déclarer une guerre à l'automne? Non, parce qu'il sera pris au piège de cette élection dont il a besoin pour terminer son mandat. Il faudra déjà qu'on oublie celle-là. Bien sûr. Il faut que ça se termine vite pour lui. Perico, c'est le moment idéal pour la Chine d'envahir Taïwan, et c'est le moment idéal pour la Russie d'envahir toutes les régions russophones d'Estonie, par exemple. Voilà. Donc au contraire, je trouve, moi, alors peut-être que je peux me tromper, mais c'est une hypothèse que je pose sur la table. Le géant est retenu sur un autre terrain d'activité. C'est le moment où les souris peuvent commencer à grignoter. Le chat est pas là. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà quelle est la situation aujourd'hui actuelle. Alors est-ce que la Chine, elle détient une partie de la dette américaine? Alors, le fait de détenir la dette, ça veut dire qu'elle pourrait déjà, sans la guerre, pressionner sur l'économie. Vous savez, c'est un peu, je te tiens par la barbichette avec les Américains. C'est les Chinois rachètent une partie ou financent une partie de la dette américaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dollars de bons du Trésor dans les fonds souverains chinois, mais en échange de quoi les États-Unis s'engagent à acheter la production industrielle chinoise, dont la Chine a absolument besoin pour assurer ses 5% de croissance par an. Donc il y a un jeu. Alors, je pense sincèrement que Trump voudrait mettre un terme à cette relation un peu ambiguë avec la Chine. Mais il y a le marché. Le marché, lui, il aime les deals, il aime les accords. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. C'est surtout un investisseur immobilier qui fait des deals. Bon, c'est sa culture. Et elle n'est pas critiquable, c'est tout à fait... C'est un système quand même. Non, mais c'est tout à fait acceptable d'avoir... Il y en a qui ont été banquiers, d'autres, l'autre, lui, c'est un marchand d'immeubles. Voilà, c'est exactement ça. Mais je pense malgré tout que la relation, dans l'ensemble, est plutôt aujourd'hui favorable à la Chine qu'aux États-Unis, qui sont très engagés. Il faudra financer un effort de guerre supplémentaire. Le budget va devoir voter un budget militaire additionnel. Tout ça a un prix, a un coût. Les Américains aujourd'hui, vous savez, la différence, c'est aussi une forme de réponse à Emmanuel, c'est qu'en Chine, il n'y a pas d'opinion. Enfin, il y a une économie de marché, mais il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opposition. Vous pouvez consommer ce que vous voulez, mais vous la fermez, pour dire les choses simplement. Et si vous sortez du rang, on vous met en prison. Et puis il n'y a pas de discussion. Sois belle et tais-toi. Voilà. En revanche, aux États-Unis, dans les linéaires de chez Walmart, Best Buy ou ailleurs, c'est le prix du linéaire, c'est le prix des produits qui fait l'opinion américaine. Et ça, les Américains, ils sont très sensibles et Donald Trump ne peut pas l'ignorer. C'est le prix à payer du suffrage universel qui est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, je le rappelle. Comme vous le disiez. Je suis avec Pascal Perry, on est en train de savoir à quelle sauce on va être mangé. Quel est l'avenir économique de la France confrontée à une situation qu'elle n'avait pas prévue et pour laquelle elle n'a pas les moyens de s'affronter. Et on va voir est-ce que sur notre économie personnelle, je vais demander à Pascal Perry tout à l'heure si le conflit s'arrête, est-ce que les
carburants vont baisser tout de suite, ou est-ce que c'est pas sûr qu'ils baissent tout de suite? À tout de suite sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce lundi de Pâques 6 avril 2026. Je reçois l'économiste et confrère de LCI, Pascal Perry, avec lequel nous discutons sans concession. Et Pascal dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les voit. On est un peu dans la mouise avec ce conflit dans le Golfe Persique, cette 4e guerre du Golfe. Comme on dit le jour, c'est pas la 3e, c'est la 4e, et nous sommes impactés et dans notre économie nationale et dans notre économie personnelle. Et il y a des gens qui sont pas allés en week-end de Pâques parce qu'ils avaient pas le quoi payer le plein pour aller voir la grand-mère ou la tante à 300-400 kilomètres. Donc c'est une réalité, et ne parlons pas des artisans qui voient leurs petits bénéfices refondre parce que le prix des carburants, évidemment, les plombe. On a Marc qui nous appelle de Béziers. Bonjour Marc. Oui, bonjour Perico. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Est-ce que vous aussi, cette crise pétrolière vous pourrit un peu la vie? Alors, non, moi j'ai de la chance, je vis dans une ville secondaire, donc il n'y a pas le trafic des métropoles. Et puis je fais beaucoup de télétravail et de visio avec l'étranger, donc je suis pas trop concerné et je suis très heureux. Vous avez la bonne solution. Qu'est-ce que vous inspire ce conflit pour autant, cette situation? Ce qui me désole, c'est qu'on parlait, pour faire le lien entre la macroéconomie et la microéconomie, effectivement, avec les problèmes que l'on a dus à notre dépendance aux hydrocarbures, c'est bien dommage, parce que quand je pense que on avait un parc d'électricité défiant de toute concurrence et très développé, notre parc nucléaire, grâce au nucléaire, eh ben on aurait même pu être leader dans l'utilisation de l'électricité pour les nouvelles voitures, justement, qu'on nous préconise d'acheter et tout. Et je trouve qu'on a sabré tout ce patrimoine. Comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas eu de visionnaire. Et ça me désole. Et j'en veux énormément aux écologistes doctrinaires. Je parle pas des vrais, je parle des doctrinaires. On devrait leur faire un procès parce que c'est eux qui nous ont amenés dans ce... Et puis, avec le soutien de toute notre ancienne élite politique, c'est eux qui nous ont amenés en partie dans le mur. C'était ma réflexion. Elle est très très bonne et très pertinente. Pascal Perry, est-ce qu'on demande le remboursement de ce ravage économique à Monsieur Hollande, à Monsieur Macron, à tous les présidents de la République qui, pour avoir quelques voix écologistes, ont foutu le programme... Tout le monde a célébré Lionel Jospin. Oui. Il y a quelques jours, j'ai dû faire exception en disant que j'avais le plus grand respect pour l'homme, évidemment, mais que sa politique avait été mortifère pour le pays. D'abord les 35 heures, ensuite la fin de Superphénix, et puis... Je me suis inspiré de votre édito pour faire le mien. On était concomitants. Respect à l'intégrité de Lionel Jospin. Absolument. Mais quel mauvais visionnaire. Quel mauvais visionnaire. Madame Voynet, qui était ministre de l'Environnement, c'est un peu ce que nous dit Marc, là, qui va au Conseil européen avec pour mission de défendre le nucléaire et qu'il torpille. En jouant un jeu dangereux avec son collègue anglais, et elle l'explique. Elle l'explique aujourd'hui en disant, voilà comment j'ai torpillé le nucléaire. Mais c'est criminel. Madame van der Leyden nous a fait un aveu formidable l'autre jour. Bien sûr. C'était une erreur stratégique grave. Oui. Et les Allemands font marche arrière maintenant, après nous avoir poussés à abandonner le nucléaire. Moi, j'ai pas vocation à faire le procès des Allemands. Ils font ce qu'ils voudront. Oui. En revanche, les Français, je dis, Madame Voynet doit rendre des comptes aujourd'hui devant la communauté nationale, parce que à ce niveau-là, c'est du sabotage. Les fondations allemandes, d'ailleurs, puisque vous parliez de l'Allemagne, les fondations publiques allemandes financées par les deniers publics allemands ont passé leur temps, pour certaines d'entre elles, à soutenir les écologistes français, à rendre des rapports sur les dangers du nucléaire, à torpiller EDF, alors que nous avions en effet un savoir-faire historique. Ça a dégoûté des générations entières d'ingénieurs. Il y a la responsabilité de Lionel Jospin, de Madame Voynet, bien sûr, de leurs amis, la responsabilité de François Hollande, de Cécile Duflot aussi, plus récemment, la fin de Fessenheim, qui était un outil de production tout en très bon état, avec une très grande efficacité. Non, mais tout ça, effectivement, nous a conduit à affaiblir les moyens autonomes, souverains, dont nous disposions pour maîtriser l'énergie. Franchement, vous savez, quand vous vous faites taper une fois sur les doigts,
normalement vous réagissez. Oui. Eh ben nous, on se fait taper sur les doigts avec les crises du pétrole depuis 1973. 73, 79, dans les années 80, 90, plus récemment, au début des années 2010, avec le gaz russe notamment, et on n'a encore pas compris, mais on est idiot ou quoi ? Vous êtes en train de nous expliquer, Pascal Perry, que je demande toujours quelle est la date du début des erreurs. On peut dire que c'est à partir de Giscard d'Estaing que les premiers mauvais choix ont été... C'est les années 80. Grosso modo, les mauvais choix. Et effectivement, Marc a raison. Il faudrait aujourd'hui demander des comptes à tous ceux qui ont été les fossoyeurs de notre indépendance dans ce domaine, alors que nous avions naturellement une électricité, un outil pilotable, c'est-à-dire non intermittent. Oui. Un outil écologique, puisqu'il ne dégage pas de CO2, entre le nucléaire et l'hydroélectricité notamment, c'est 80% du mix énergétique français. On avait là un avantage qu'on n'a absolument pas exploité. La voiture électrique, je vais vous dire un truc, Perico, la voiture électrique, ça ne devrait pas être la Chine aujourd'hui, mais la France, depuis longtemps. Et on a abandonné et la technologie et surtout, alors attendez, Pascal, les Allemands qui avaient besoin d'exporter vers la Chine nous ont demandé gentiment de renoncer à nos panneaux solaires, entre autres, pour qu'on puisse importer des voitures chinoises en échange du fait qu'eux exportaient des produits allemands. Ils n'ont pas toujours été solidaires. Pas toujours. Pas toujours. Non. Pascal Perry, il nous reste quelques minutes. On va aller sur le terrain plus concret. Si le conflit s'arrête dans les jours qui viennent, retombée immédiate du prix de l'essence, ou il y a des petits malins qui vont en profiter? Alors, il y aura toujours des petits malins pour en profiter, mais grosso modo, si je veux être franc dans la réponse à votre question, oui, je pense que le prix de l'essence reviendra. Une fois encore, il n'y a aucun élément de crise durable. On n'est pas face à une panne de l'offre par rapport à la demande. Le gouvernement n'en profitera pas pour dire je maintiens le prix parce que comme le gouvernement n'a rien à voir dans la fixation du prix du litre. Non, mais il peut dire je ne le baisse pas parce que je continue à engranger des. Voilà. Alors je pense que non, il y a un tel mécontentement aujourd'hui que le prix de l'essence devrait redescendre progressivement, mais dans le yo-yo, il y a un yo ascendant qui est rapide et un yo descendant qui est beaucoup plus lent. Voilà. Et en effet, on peut espérer que le prix de l'essence revienne autour des $60, 60 à 70 $ le baril assez vite, y compris d'ailleurs les Américains en auront besoin, puisqu'ils importent une partie de leur pétrole consommé. C'est donc dans leur intérêt, mais il faudra surveiller tout ça, et il faudra pas négliger non plus la diffusion de la crise énergétique au reste Bien sûr. Des grands secteurs. Et si le conflit venait à se prolonger, est-ce qu'on pourrait envisager aberration d'acheter directement à la Russie? Ah oui. Du pétrole, bien sûr. Donc, il faudra mettre un mouchoir sur nos états d'âme par rapport à l'Ukraine. Et si on a besoin du pétrole russe, il faudra qu'on sache aller l'acheter. Oui. Tout ça est extrêmement douloureux. Hein, ce sont des révisions géopolitiques douloureuses. Oui, ça ne veut pas dire qu'on approuve la guerre russe en Ukraine. Mais en effet, aujourd'hui, qui tient les portes du château tient le château. C'est aussi bête que ça, en réalité. Donc, qui détient les quelques ressources essentielles à l'avenir économique et industriel du monde, en particulier l'énergie. Moi, j'ai toujours dit, l'énergie, c'est l'oxygène de l'économie. Quand on vous coupe l'oxygène, on voit quelle est la conséquence. C'est une réflexion de bon sens, à la fois kersinoise et corrézienne. J'étais avec Pascal Perry, je vous recommande son livre, ça tombe totalement dans les sujets qu'on a abordés. Ces présidents qui nous ont fait tant de mal, qui est un véritable succès de librairie, près de 10 000 exemplaires, ça veut dire que c'est un truc formidable. Je peux vous dire qu'en lisant ce bouquin, vous comprenez la moitié des problèmes qui nous sont arrivés. Ça les résout pas, mais ça nous explique peut-être, ça nous permet de comprendre ce qu'il faudrait pas refaire comme erreur à l'avenir et une présidentielle l'année prochaine. C'était ça l'esprit. Voilà, c'était ça. Éviter de refaire et les vous le erreurs. retrouvez sur LCI avec ses analyses courageuses et pertinentes. Merci Pascal Perry d'avoir été pendant 1 heure sur Sud Radio. Merci. Quant à nous, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, je vous laisse avec Brigitte Lahaye pour des considérations beaucoup plus sensuelles et beaucoup moins économiques. À demain.